Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Acteurs et pratiques diplomatiques actuelles. Radovan Goura et Gilles Rouet. Selon Sato, la diplomatie est l'application de l'intelligence et du tact à la conduite des relations officielles entre les gouvernements des États indépendants, ou la conduite des affaires entre les États par des moyens pacifiques. Une définition qui correspond bien au monde d'après le XIXe siècle, quand les États westphaliens d'Europe gouvernaient les relations internationales, ainsi qu'à celui du siècle suivant quand la prépondérance européenne s'est affaiblie puis qu'un axe euro-atlantique s'est imposé. Ensuite, les États ont perdu progressivement leur position d'acteurs clés. En effet, des institutions et des organisations internationales et supranationales ont pris de plus en plus d'importance et le monde n'est plus uniquement centré sur la puissance des États, mais sur un réseau dense d'interdépendance. De nouveaux acteurs sont ainsi apparus dans le système international, en particulier des acteurs non étatiques. Le champ de la diplomatie s'est donc diversifié. Les activités diplomatiques ne concernent plus seulement les États et à l'intérieur des États, plus uniquement le personnel diplomatique. Des pratiques et des objectifs qui peuvent être qualifiés de diplomatiques sont désormais installés au sein des organisations multinationales, des entreprises, des parlements, etc. La diplomatie singulière ne se laissait pas surprendre. C'était une diplomatie du possible, du temps sinon long au moins calibré en décennies, d'une réalité construite par l'articulation entre information, négociation, représentation, coordination, d'une anticipation sans réaction intempestive ou commentaire, une affaire de professionnels qui tentaient de surmonter impressions, sentiments, préjugés. Dans une logique de globalisation, tout est ou devient diplomatie. La diplomatie est évolutive, dynamique, économique, culturelle, climatique, touristique, sportive, spatiale, culinaire, de la recherche religieuse, numérique, de la santé, etc. En août 2014, la 23e conférence des ambassadeurs de France, à Paris, a eu pour thème « L'action extérieure de la France, une diplomatie globale ». Une diplomatie globale, parce que les ambassadeurs sont compétents pour tous les aspects? Ou bien parce qu'ils doivent compter avec d'autres acteurs? Mais si pour les acteurs historiques, réguliers, tout est diplomatie, alors la cohérence est difficile à construire. Cette diplomatie plurielle, Cornago 2013, serait alors fragmentée, diluée, soumise à l'actualité, mais peut-être surtout, devrait composer avec d'autres diplomaties également plurielles. Si l'on parle aujourd'hui de diplomatie plurielle, c'est aussi parce qu'elles sont culturelles, musicales ou encore, faits notables, sportives, comme en témoigne la place occupée par les instances internationales du sport dans les questions diplomatiques. Dans le contexte actuel de ces diplomaties plurielles, il est intéressant de se demander comment elles fonctionnent, s'articulent entre elles, interagissent ou pas, et quelle est la place désormais de la diplomatie classique, régalienne, en tant que moyen classique de réalisation de la politique étrangère d'un État. Quelle transformation profonde ce type de diplomatie réalise pour pouvoir répondre à la globalisation, que représente sa base actuelle, son contenu, ses objectifs, ses moyens et ses fonctions? Ce premier volume consacré à ces thématiques propose des éléments de compréhension de différentes formes de diplomatie parlementaire, européenne, du sport. Les parlementaires de tout pays, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à nouer des contacts à l'étranger, s'intéressent de plus en plus au réseau, au transnational, au régional. Il s'agit de développer des relations bilatérales, soit en lien avec la diplomatie gouvernementale, soit en dehors de cette dernière. L'Union interparlementaire organise d'ailleurs des conférences annuelles et des groupes de travail, premier chapitre par Philippe Péjot, deuxième chapitre par Julien Arnaud. Ces dialogues, échanges d'idées et d'expériences entre parlements sont organisés, en particulier au sein de l'Europe, dans une démarche régionale. Ainsi, de nouvelles assemblées interparlementaires ont été installées, Euronest, Assemblée parlementaire du partenariat oriental fondée en 2009. Doit-on les qualifier de répliques des modèles anciens ou bien de diplomatie nouvelle? Au-delà, les parlementaires représentant les citoyens installés à l'étranger quand le dispositif existe, comme en France, ont un rôle de facto diplomatique. L'articulation entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie d'État reste un aspect fondamental.
l'initiative diplomatique parlementaire peut tout aussi bien entraver l'action des diplomates d'État comme y contribuer. Les relations entre les membres des cabinets ministériels et les parlementaires peuvent être ambiguës. 3e chapitre, Manon Tourtanou et 4e chapitre, Bertrand Olivier. Il peut s'agir, dans certaines circonstances, d'une diplomatie substitutive, mais aussi par exemple dans le cas de parlementaires eux-mêmes liés à des milieux d'affaires, d'une forme de promotion d'intérêts économiques. Diplomatie de recours ou de contournement, diplomatie parlementaire ou diplomatie des parlementaires, la nuance est importante et mérite d'être analysée. Le sport, dans une logique mondiale, a des impacts multiples, social, politique, culturel, économique, identitaire. Composante du soft power, le sport constitue un des leviers politiques les plus importants pour le rayonnement international d'un État, mais aussi dans le cadre d'une médiation, d'une négociation dans un contexte difficile. Pour certains États, les compétitions sportives mondiales sont des occasions d'exister, pour d'autres, d'affirmer leur puissance ou de tenter de faire évoluer leur image, utilisant alors la neutralité supposée du sport. Le sport est donc à la fois un vecteur de développement, de promotion, une vitrine, un facteur d'unité. À ce titre, il s'inscrit dans une nouvelle forme de diplomatie, la diplomatie sportive, 5e chapitre, Peter Terem, Ivan Stouleiter et Mathieu Stouleiter. Au sein de l'Union européenne, les États membres, candidats ou partenaires ont développé des activités diplomatiques impliquant la plupart des services gouvernementaux pendant qu'une grande partie du contenu de la diplomatie économique, en direction des pays tiers, a été transférée aux services communautaires, politique commerciale, politique des transports, contrôle de la concurrence pour certains États, politique monétaire. Une nouvelle diplomatie est désormais active, avec le Service européen pour l'action extérieure, 6e chapitre, Monica Radou et Dorin Duchiac, possible catalyseur des diplomaties européennes, 7e chapitre, Oana Andrea Macovei. Pour autant, existe-t-il une diplomatie européenne ? 8e chapitre, Jean-F. Crombois. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, les diplomaties des États membres agissent au nom des intérêts nationaux qui peuvent ne pas être en définitive ceux de la communauté. Le SEAE doit donc s'imposer comme acteur diplomatique sans faire concurrence aux diplomaties nationales des États membres de l'UE, pendant que Bruxelles doit s'efforcer de convaincre ces dernières de la convergence entre les intérêts nationaux et les intérêts stratégiques de l'UE. Une équation dont la solution ne réside évidemment pas au niveau diplomatique, mais bien au niveau politique. En conclusion de ce volume, est proposée une analyse de la question de la reconnaissance des droits des personnes LGBTI par le biais de l'action diplomatique. 9e chapitre, Peter Rosputinsky et Maria Rostekova. La diplomatie plurielle est bien dynamique, parfois confuse, en termes d'acteurs comme de thématiques. Référence. Comago, 2013, Plural Diplomatie. Normative Prédicament and Functional Imperative. Leiden et Boston, Martinus Nayhoff Publishers, Diplomatic Studies. Sato, 1917. Guide to Diplomatic Practice, RE_E_D. Gorbous, L. 1979, Londres Longman Group Ltd. Radovan Goura est maître de conférences habilité à la Faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'Université Matei Bell de Banska Bystrica et directeur de l'Institut universitaire franco-slovaque. Gilles Rouet est professeur des universités en sciences de gestion, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et en relations internationales, Université Matei Bell, Banska Bystrica, Slovaquie. Cher Jean Monnet ad personam en études interdisciplinaires sur l'Union européenne, identité et culture en Europe. Directeur de l'Institut supérieur de management et membre du laboratoire de recherche en management LAREQUOI. L'illustration de la couverture de ce livre a été réalisée par Maria Gebalaova, née en 1984, diplômée de l'école de verrerie et céramique de Ledniké Rovné, département de verrerie d'art, design et peinture, sous la direction de Prof. Joseph Kolembus, reconnu comme une des 21 plus talentueuses artistes de Slovaquie. Chapitre 1. La diplomatie parlementaire des organisations interparlementaires. Philippe Pégeot. Résumé. Le concept de diplomatie parlementaire ne va pas de soi, car la diplomatie est traditionnellement attachée au pouvoir régalien de l'État.
Ce chapitre retrace l'historique de la diplomatie parlementaire en France et dresse un panorama de l'interparlementaire et de son activité, en particulier dans le cadre de la francophonie. Mots-clés: diplomatie parlementaire, francophonie, organisation interparlementaire. Le concept de diplomatie parlementaire ne va pas de soi, car la diplomatie est la science et la pratique des relations entre États. Elle est connue pour être traditionnellement attachée au pouvoir régalien de l'État, qu'il exerce par la voie du pouvoir exécutif et de ses agents. Rien ne laisse donc à penser que les parlements puissent y conquérir une place, et qui plus est, une place dont l'importance s'amplifie progressivement depuis les années 1990. En effet, chacun peut constater que le monopole de l'exécutif sur les relations internationales est de plus en plus concurrencé par l'ouverture contemporaine au peuple par la voix de leurs représentants parlementaires. Le mot diplomatie est probablement entendu pour la première fois de l'humanité à l'automne 1791. Et signe de l'histoire, c'est un député, Linguet, qui le prononce à la tribune du Parlement français. 7 ans plus tard, le dictionnaire de l'Académie française intègre le mot avec la définition suivante: la science des rapports des intérêts de puissance, 5e édition, Paris 1798, tome 1, page 426. Diplomatie, Parlement, France. Le triangle fondamental de la diplomatie parlementaire est posé. 200 ans plus tard, la diplomatie parlementaire est mise en lumière pour la première fois en 2001 à Paris, lors du colloque unique, co-organisé par l'Assemblée nationale et le Sénat français, ensemble sur ce sujet. Il faudra attendre 10 ans de plus en 2011 pour que la revue Foreign Policy fasse émerger le concept en langue anglaise, et même attendre février de cette année 2017 pour la publication du premier ouvrage en langue anglaise sur le sujet qui montre ainsi que la diplomatie parlementaire est un phénomène mondial, comme le souligne à juste titre le professeur Stelios Stavridis dans sa conclusion. En outre, le fait que la diplomatie parlementaire puisse également être la diplomatie de l'opposition, lui ouvre des horizons inexplorés de la diplomatie régalienne classique, même si les exigences de cohésion et d'unité d'expression de l'État vis-à-vis de l'étranger, exigences confortées par la Convention de Vienne de 1961, confèrent un monopole d'expression au ministre des Affaires étrangères. La consécration est probablement intervenue en 2 étapes majeures. Le colloque précité de 2001 où le ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin, reconnaît le concept de diplomatie parlementaire. Et le livre blanc sur la politique étrangère et européenne de 2008, qui plaide pour un rôle accru du Parlement dans l'action extérieure de la France, et souligne que la diplomatie parlementaire doit être reconnue comme un élément intégrant de la politique extérieure. On ne saurait mieux dire. À l'instar du président du Sénat Christian Poncelet, qui s'exprimait ainsi en 2001, il est aujourd'hui possible d'affirmer que la diplomatie parlementaire existe puisque chacun peut la rencontrer. En outre, force est de constater que le Parlement français est un acteur fondamental dans l'émergence de ce concept innovant. En 25 ans, les progrès ont donc été considérables. La diplomatie parlementaire n'est d'ailleurs pas la seule émergente. La diplomatie se trouve de plus en plus qualifiée par une pléiade d'adjectifs. La diplomatie devient climatique, communautaire, culinaire, culturelle, écologique, feutrée, humanitaire, médicale, militaire, officielle, officieuse, de l'ombre, pacifique, de la paix, parallèle, préventive, publique, scientifique, secrète, silencieuse, spécifique, sportive. La diplomatie est aussi liée à ses auteurs, wilsonienne, ou à ses pays et zones géographiques, caucasiennes, européennes, francophones. Et aujourd'hui, de plus en plus elle est adjointe au qualificatif économie. En ce qui concerne la diplomatie parlementaire, l'internationalisation croissante de l'activité parlementaire est manifeste. Elle se réalise avec des acteurs mobilisés, au premier rang desquels les présidents d'assemblée, avec leurs particularités selon les chambres et les personnalités, mais aussi les bureaux des assemblées et les parlementaires parmi lesquels certains peuvent être qualifiés de parlementaires diplomates. Elle se manifeste aussi par l'exercice des fonctions classiques de législateur et de contrôleur du Parlement dans la vie internationale, en particulier par les commissions des affaires étrangères et les commissions des finances. Le Parlement est en effet engagé par son action législative diplomatique, dans l'intégration des conventions internationales dans le droit positif et chacun se rappelle, à cet égard,
la manière dont le Sénat des États-Unis a écarté en 1919 le traité de Versailles, en 1979 le traité SALT II ou en 1999 le traité d'interdiction des essais nucléaires signé par les présidents américains respectifs. Le Parlement est aussi engagé dans l'action de contrôle diplomatique par l'autorisation budgétaire, le contrôle a posteriori, les déclarations gouvernementales et les divers types de questions diplomatiques. L'internationalisation croissante de la vie parlementaire est par conséquent une réalité à facettes multiples qui soutient la dimension moderne de la diplomatie émergente du Parlement. Elle ouvre la voie au concours effectif du Parlement à la démocratisation de la scène internationale, qui impose la diplomatie parlementaire dans la nouvelle mondialisation. À cet égard, les groupes d'amitié, les associations ou commissions interparlementaires sont des vecteurs souvent méconnus, mais pourtant essentiels de l'action internationale des parlements. Dans le renforcement de cette démocratisation du monde, le Parlement est aussi un acteur essentiel de ce que l'on qualifie ingénierie démocratique, selon l'heureuse formulation de Michel Ameller, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire les actions menées au renforcement de l'état de droit par le renforcement des capacités des parlements dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux. En outre, la régulation de la mondialisation se fait aussi avec la participation des parlements aux organisations interparlementaires stricto sensu, comme l'Union interparlementaire et l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ou dans les assemblées parlementaires d'organisations internationales existantes comme le Conseil de l'Europe, l'OTAN ou l'OSCE. Dans ce second groupe d'assemblées parlementaires, les organisations internationales acquièrent une légitimité démocratique en associant les parlements à leur fonctionnement. La diplomatie des assemblées parlementaires d'organisations internationales existantes. Le concours effectif du Parlement français à la démocratisation de la scène internationale se caractérise notamment par la participation du Parlement aux assemblées parlementaires d'organisations internationales existantes comme le Conseil de l'Europe, l'UEO, l'OSCE, l'OTAN et l'APCEMN. Le cadre européen. La remarquable Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à Londres, le 5 mai 1949, 10 États d'Europe occidentale créèrent le Conseil de l'Europe, plus ancienne des organisations européennes, avec pour siège Strasbourg. Son article 22 précise que l'Assemblée, à statut consultatif et non législatif, est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE, est ainsi la plus ancienne assemblée parlementaire pluraliste internationale composée de parlementaires élus démocratiquement. Pour sa part, le Conseil de l'Europe, organisation intergouvernementale, a pour principaux objectifs la sauvegarde et le développement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie pluraliste. Tout État européen peut ainsi devenir membre de ce club des nations européennes démocratiques, à la double condition d'accepter le principe de la prééminence du droit, et de garantir la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales à toute personne placée sous son autorité. Du fait de sa polyvalence, le Conseil de l'Europe et son Assemblée sont amenés à traiter de tous les grands sujets de société dans l'espace européen, à l'exception notable toutefois des questions de défense. Gardienne de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont elle est à l'origine, l'APCE pousse les États à atteindre et maintenir des normes démocratiques de haut niveau qui composent le patrimoine commun des peuples d'Europe, à la fois sur le continent européen mais aussi chez les voisins. Elle est un forum de discussion inégalé, au nom de 800 millions d'Européens. Elle est la conscience démocratique de la Grande Europe. Son bilan parle pour elle. En effet, cette assemblée ne s'est pas limitée à doter la première l'Europe de symboles communs forts comme le drapeau européen ou l'hymne européen. Elle a fait de l'élimination de la peine de mort en Europe une condition d'adhésion au Conseil de l'Europe, ce qui conduit l'Europe à être aujourd'hui un espace sans peine de mort. Elle contribue en outre à renforcer les dispositifs législatifs de ses États membres. Elle est à l'origine de près de 40% des conventions du Conseil de l'Europe, qui impliquent pour leur transposition dans les droits nationaux des ajustements législatifs internes importants. Par ailleurs, l'Assemblée n'hésite pas à ouvrir des débats sur des questions européennes émergentes ou des sujets de société sensibles comme l'euthanasie, la question des Roms, les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, LGBT, etc.
Elle a enfin joué un rôle précurseur et essentiel dans la parité réelle, hommes-femmes dans les organes européens. En conséquence, par son action, l'Assemblée a permis que plus d'un tiers des membres de la Cour européenne des droits de l'homme soient aujourd'hui des femmes. Sa création marque une rupture dans l'ordre ancien des relations internationales, dans lequel seuls les gouvernements pouvaient s'exprimer. Elle a tenu sa première session le 10 août 1949 et s'est transformée en assemblée parlementaire en 1973. Depuis 1961, l'Assemblée s'est ouverte à des observateurs permanents afin de permettre à des représentants d'États non membres du Conseil de l'Europe de siéger au sein de l'Assemblée, sans droit de parole et sans droit de vote, Israël, Canada, Mexique. En revanche, ni le Congrès des États-Unis d'Amérique, ni la Diète du Japon n'ont effectué la même démarche. Et depuis 1989, l'Assemblée s'est ouverte à des invités spéciaux pour les États d'Europe centrale et orientale afin de les associer, sans voix délibérative, à ses travaux dans une démarche visionnaire tendant à rassembler sous un même toit toutes les nations européennes. Par ailleurs, depuis 2010, l'Assemblée peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des régions voisines. Ce statut particulier permet notamment à des parlementaires jordaniens, marocains et palestiniens de siéger à l'Assemblée. L'APCE se compose de 318 délégués titulaires, et autant de suppléants, désignés par les 47 parlements nationaux dont ils sont membres avec une logique de pondération, article 26 du statut. Les langues officielles y sont l'anglais et le français. L'Assemblée adopte des recommandations qu'elle adresse au Conseil des ministres, des résolutions par lesquelles elle exprime un vœu, ou des directives adressées à ses 9 commissions permanentes. Par ailleurs, depuis 1995, l'Assemblée a organisé en son sein une procédure originale de contrôle périodique du respect par les États membres, des obligations et engagements souscrits lors de leur adhésion. Une commission spécialisée, dite de suivi, présente ainsi régulièrement des rapports sur la situation d'un État membre, par exemple, la Turquie ou l'Ukraine. L'Assemblée assure en outre une observation systématique des élections législatives et présidentielles dans les États qui font l'objet de suivi ou d'un dialogue post-suivi, généralement dans le cadre de missions internationales du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, BIDDH, de l'OSCE, en lien naturellement avec l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et le Parlement européen. Au sein de cette Assemblée, la France dispose d'une délégation de 12 députés et 6 sénateurs, soit 18 parlementaires titulaires et autant de suppléants comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou la Russie. Elle présente chaque année à la Commission des Affaires étrangères un rapport écrit sur l'activité de l'Assemblée, dont ils font partie. La défunte Assemblée de l'Union occidentale, UEO, traditionnellement présentée comme la seule organisation européenne compétente en matière de sécurité et de défense, l'Union de l'Europe occidentale a été créée en 1948 et son assemblée en 1954. Elle va cependant suivre le même destin que l'UEO, et disparaître également en 2011. Les organisations interparlementaires sont aussi mortelles. La Benjamine Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. L'OSCE prolonge le processus du rapprochement entre l'Est et l'Ouest engagé dans les années 1970 par la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, CSCE, marquée par l'acte final d'Helsinki signé en 1975 et la Charte pour une nouvelle Europe signée à Paris en 1990. Cette organisation dépasse le cadre géographique proprement européen, puisqu'elle intègre également les États-Unis et le Canada ainsi que les républiques d'Asie centrale issues du démembrement de l'ex-URSS, et la Mongolie parmi ses 57 États membres. La conférence tenue à Madrid en 1991 a décidé de doter l'organisation d'une assemblée parlementaire, APOSCE. Composée de 323 parlementaires désignés par leur Parlement national, cette assemblée benjamine dans le cadre européen s'est réunie pour la première fois à Budapest en 1992. L'APOSCE est amenée à évaluer la mise en œuvre des objectifs poursuivis par l'organisation, à débattre des sujets traités par le Conseil ministériel et par les réunions des chefs d'État et de gouvernement, à développer et promouvoir des mécanismes pour la prévention et le règlement des conflits, et enfin, à favoriser le renforcement et la consolidation des institutions démocratiques dans les États participants.
Elle prend ses décisions selon le principe du consensus-1. Son secrétariat général est basé à Copenhague, Danemark, et elle dispose de moyens modestes. Ses travaux sont articulés autour des thématiques issues des corbeilles d'Helsinki. Elle participe aussi activement à des missions d'observation électorale et s'intéresse à des dossiers spécifiques à travers des groupes de travail ad hoc, notamment sur la Moldavie et la Biélorussie. En outre, l'Assemblée siège également une fois par an pendant 2 journées en février au siège de l'OSCE à Vienne, Autriche. L'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, APOTAN. Cette assemblée est une organisation interparlementaire consultative qui offre un cadre propice aux échanges entre les parlementaires des pays nord-américains et ouest-européens membres de l'OTAN, en leur permettant de se rencontrer régulièrement, de débattre de problèmes d'intérêt commun et de se faire le relais de l'opinion des peuples qu'ils représentent sur les politiques de l'Alliance. Elle a été créée postérieurement à l'organisation elle-même, et n'a ainsi tenu sa première conférence parlementaire qu'en 1955. Ainsi, contrairement à l'APCE ou à l'Assemblée de l'UEO, dont l'existence est fondée sur les traités fondateurs, la création de l'Assemblée de l'Atlantique Nord s'est accomplie en marge du traité initial. En 1968, cette conférence parlementaire s'est transformée en assemblée consultative de l'OTAN susceptible d'entretenir des liens officiels avec l'organisation. Un accord a alors été conclu entre le secrétaire général de l'OTAN et le secrétaire général de l'Assemblée, qui a permis d'établir un cadre stable pour le développement des relations entre ce qu'il conviendrait d'appeler désormais les 2 organisations. Chaque institution est donc largement indépendante l'une de l'autre. Pour autant, l'APOTAN s'est peu à peu imposé comme un forum incontournable en matière de sécurité et ses avis ne peuvent de facto être ignorés par l'Alliance atlantique. Depuis l'adhésion à l'Alliance des pays de l'ex-bloc soviétique, l'Assemblée compte, en application de l'article 1.1 de son règlement, 257 membres titulaires et autant de suppléants choisis parmi les membres élus des parlements nationaux de 28 pays suivant une règle proportionnelle accordant ainsi une prépondérance relative au Congrès américain qui dispose de 36 membres quand la Slovaquie, par exemple, n'en dispose que de 5. En outre, l'Assemblée reflète la composition politique des parlements qui la composent. Un statut de délégation associée a été accordé à 9 pays d'Europe orientale ainsi qu'à l'Autriche, à la Finlande, à la Suède et à la Suisse, représentés par 56 délégués sans droit de vote. Ce statut a été retiré à la Russie le 5 avril 2014, par décision de la Commission permanente de l'APOTAN. L'Assemblée émet des recommandations avant les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN. Ces actions sont résolument tournées vers la défense de l'atlantisme. Ainsi, avant le sommet tenu à Varsovie en juillet 2016, l'APOTAN a adopté en plénière une recommandation numéro 428, mettant notamment en lumière ses divergences profondes avec la Russie. Ces 2 dernières années, l'environnement stratégique a connu de profondes modifications. Par son agression envers l'Ukraine, son annexion illégale de la Crimée, ainsi que la poursuite de son occupation illégale des régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, Chrinvali, la Russie a mis un coup d'arrêt brutal à 25 années d'efforts des Alliés pour établir un véritable partenariat stratégique. Par ses rapports et multiples réunions, l'APOTAN examine tous les sujets en débat au sein de l'organisation comme, à titre d'exemple, le lien transatlantique, la défense européenne, l'intervention en Afghanistan, la prolifération nucléaire, la lutte contre la piraterie, les enjeux de l'Arctique. Pour sa part, la délégation française est constituée de 11 députés et de 7 sénateurs, soit 18 parlementaires, comme les délégations de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Les 2 langues officielles de travail au sein de l'Assemblée sont l'anglais et le français. Lors de la session du printemps 2016 tenue à Tirana, Albanie, l'Assemblée a constaté que 2 ans après le sommet de l'OTAN tenu au pays de Galles, plusieurs membres de l'OTAN n'avaient toujours pas honoré leur promesse d'augmenter leur budget de la défense à hauteur de 2% à minima de leur PIB, alors que la Russie avait sur la même période substantiellement renforcé ses dépenses militaires. De facto, seuls 5 des 28 membres de l'OTAN, à savoir l'Estonie, les États-Unis d'Amérique, la Grèce, la Pologne et le Royaume-Uni ont atteint ce seuil de référence. Lors du 60e anniversaire de l'APOTAN tenu à Paris en 2015,
le président du Sénat, M. Gérard Larcher, a rappelé l'importance particulière de cette assemblée qui a su accompagner l'évolution de l'OTAN depuis sa création. Il a en outre souligné son rôle essentiel dans la recherche d'une architecture de sécurité pour le continent européen. Il a aussi précisé la position de la France sur la crise ukrainienne. La France estime que l'Ukraine n'a pas vocation en l'état à devenir membre de notre organisation et sur ce sujet, un consensus absolu existe entre toutes les institutions de notre pays, dans la diversité des sensibilités, et je le partage. Mon pays estime que la crise ukrainienne doit être jugulée par l'application résolue, par l'ensemble des parties, des accords de Minsk conclus sous la responsabilité des chefs d'État de l'Ukraine, de la Russie, de l'Allemagne et de la France. Le président Larcher s'est également exprimé sur la nécessité de renouer un dialogue constructif avec la Russie. Le dialogue avec la Russie ne peut être rompu. Lorsque les conditions seront réunies, il faudra alors renouer le partenariat entre la Russie et l'OTAN qui existe depuis 1997 et a été suspendu. Il a enfin plaidé pour la création rapide d'une Europe de la défense. Outre les assemblées parlementaires dans le cadre européen ou atlantique, le Parlement français participe également à l'Assemblée parlementaire de la coopération économique de la mer Noire, APCEMN, PABSEC, fondée en 1993 à l'initiative de la Turquie et à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée créée en 2006 à Amman. La diplomatie des organisations interparlementaires, sui generis. Les organisations interparlementaires sui generis sont au niveau mondial, l'Union interparlementaire et au niveau francophone, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, sur laquelle nous mettrons un accent particulier dans cette communication. Le Parlement des parlements du monde, l'Union interparlementaire UIP. L'Union interparlementaire constitue l'Organisation mondiale des parlements des États souverains. Elle est par ailleurs la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique, puisqu'elle a été créée en 1889 grâce à l'action de 2 députés. Un Français, Frédéric Passy, et un Anglais, William Randall Cremer, tous 2 prix Nobel de la paix. À la première conférence de l'UIP, 9 pays étaient représentés. Ils sont aujourd'hui 177, se rapprochant ainsi considérablement de l'objectif d'universalité qu'elle s'est fixé. Le but stratégique affiché de la doyenne des organisations politiques internationales de devenir le Parlement des Nations Unies se rapproche donc un peu chaque jour, même si l'absence d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au sein de l'UIP, à savoir les États-Unis d'Amérique qui l'ont quitté en 2003, demeure un des éléments essentiels du frein à cette reconnaissance pleine et entière. En résumé, selon les slogans qu'elle a elle-même placés sous son logo, l'UIP agit pour la démocratie. Pour tous, et de meilleurs parlements pour des démocraties plus fortes. L'UIP œuvre en étroite concertation avec les Nations Unies dont elle partage les objectifs et appuie les efforts. Elle agit ainsi en vue de la paix, de la coopération entre les peuples, de l'affermissement des institutions représentatives et de la promotion et du respect des droits de l'homme. Elle examine les questions internationales afin de susciter toute action nécessaire des parlements et des parlementaires. L'UIP est constituée de groupes nationaux représentant leurs parlements respectifs. Dans chaque parlement, il ne peut être formé qu'un seul groupe national et dans les États fédéraux, seul le Parlement fédéral peut former un groupe national. C'est une différence notoire, il faut le souligner, avec le fonctionnement d'autres organisations comme par exemple l'APF. Le groupe français, strictement paritaire entre les 2 chambres, se compose de 50 députés et de 50 sénateurs répartis proportionnellement aux effectifs des groupes politiques de chaque assemblée. Il est présidé conjointement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Le budget du groupe français est alimenté, à parts égales, par 2 subventions, l'une de l'Assemblée nationale, l'autre du Sénat, qui permettent au groupe de s'acquitter de son importante contribution annuelle au budget de l'UIP et de participer à ses travaux. C'est un budget de l'ordre de 700 000 € que consacre ainsi le Parlement français, chaque année à l'UIP. Lors de chaque conférence,
le groupe français dépose un mémoire et un projet de résolution sur les 2 points principaux de l'ordre du jour et sur le point supplémentaire d'urgence choisi par la conférence qui est de facto un sujet important d'actualité en capacité de retenir l'attention médiatique. La France a ainsi pu faire inscrire à l'ordre du jour de la 134e assemblée de l'UIP tenue à Lusaka, Zambie, en 2016, le point d'urgence qu'elle souhaitait, intitulé « Donner une identité aux 230 millions d'enfants non déclarés dans le monde ». Cette inscription par la France relève de l'exploit, car les pays du Nord sont en effet minoritaires dans une UIP qui ces dernières années a pris des accents conférences de Bandohang, et s'est transformée en tribune tiers-mondiste. Lors de la 137e session de l'UIP qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg, Russie, du 14 au 18 octobre 2017, le point d'urgence adopté portait sur les Rohingyas. 1876 participants, dont 829 parlementaires venant de 155 pays, parmi lesquels 82 présidents de parlement, étaient présents. Ils se sont engagés à promouvoir le pluralisme culturel et la paix, par le dialogue interreligieux et interethnique. Les membres de l'UIP ont adopté une résolution intitulée « Partager notre diversité », le 20e anniversaire de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette résolution réaffirme notamment la mise en place d'un véritable partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques, un pouvoir judiciaire indépendant, des élections libres et régulières, une presse libre et ouverte, le contrôle parlementaire et la protection des droits des minorités et des groupes vulnérables ou marginalisés. Tout au long de son existence, la diplomatie parlementaire de l'UIP s'est révélée être un outil des plus utiles. Au temps de la guerre froide, au moment où les gouvernements s'engagèrent dans le processus d'Helsinki, que l'on pourrait qualifier de mécanisme de dialogue sur la coopération et la sécurité en Europe, les parlementaires entamèrent un processus parallèle au sein de l'UIP. Celui-ci servit de banc d'essai et permit de tirer parti de toutes les ressources du dialogue Est-Ouest. En de nombreuses occasions, quand les négociateurs des gouvernements ne parvenaient plus à progresser, la diplomatie parlementaire permit souvent de sortir de l'impasse. Au début des années 1990, des efforts similaires furent déployés dans la région de la Méditerranée et en Birmanie. Comme le soulignait à juste titre le président de l'Union interparlementaire, lors de la 108e session plénière en 2003, le Chilien Ricardo Lagos, il est important de rappeler que la diplomatie parlementaire est une diplomatie directe. Les parlementaires sont les représentants des peuples. La diplomatie parlementaire est la diplomatie des peuples. Elle possède par conséquent la légitimité de chacun d'entre eux. Le Parlement des parlements francophones, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Dès 1966, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor déclarait « Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. » Il faudrait réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Le Monde, 12 février 1966. Grâce à cette impulsion déterminante et en respectant cette logique, Xavier Degnaud, alors député français, prend l'initiative avec quelques amis parlementaires étrangers de réunir en 1967, à Luxembourg, 23 parlements nationaux ou régionaux d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie ayant le français en partage. Il est alors décidé de créer l'Association internationale des parlementaires de langue française, AIPLF. Simple association à l'origine, l'AIPLF se transforme en assemblée en 1989. Une loi française en reconnaît la vocation internationale, loi numéro 89 A 436 du 30 juin 1989. Dès 1967, l'AIPFF préconisait la création d'une institution intergouvernementale francophone et appelait de ses vœux la tenue de sommets réunissant les exécutifs des pays francophones. Fait 20 mars 1970, lors de la conférence de Niamey, Niger, est ainsi créée l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.